Mais c'est une idée qui n'est pas du tout liée à l'actualité ou à des événements récents. Bien que par la suite j'en ai tenu compte dans l'écriture du livre, mais l'idée elle-même, elle me vient de très loin, puisqu'elle me vient de mon expérience, enfin limitée, mais de la guerre dans l'ex-Yougoslavie, et du saisissement qu'avait produit chez moi le fait que tout d'un coup, la guerre cessait d'être exotique. Ça qu'on avait l'habitude, y compris d'ailleurs des gens dont c'est le métier, enfin, des correspondants de guerre, que la guerre se déroule loin, dans des pays effectivement qui généralement d'ailleurs étaient situés en zone intertropicale, et en tout cas d'une culture, d'une histoire, soit d'une religion très différente de la nôtre ou des nôtres. Bon, et là, tout d'un coup, en Yougoslavie, c'est la première chose qui m'a frappé, en tout cas dans le siège de Sarajevo, mais même auparavant d'ailleurs, c'est le fait que ça se passait dans une ville qui, pour moi, avait, à tort ou à raison, je pense que cette ville ressemble extraordinairement à Grenoble. Pour toutes sortes de raisons, sa situation géographique, son peuplement, peut-être aussi le fait que l'une et l'autre aient abrité les Jeux Olympiques d'hiver. Enfin bon, tout d'un coup, c'était une ville dans laquelle on se disait qu'on aurait pu très bien naître et avoir passé toute sa vie, et qui se trouvait au centre d'un conflit meurtrier. Et c'était une chose absolument nouvelle par rapport au Vietnam, même par rapport au Liban, par rapport aux guerres proche-orientales, par rapport aux guerres africaines, etc. Et ça m'avait tellement frappé, cette proximité, dans tous les sens du mot, cette familiarité quoi, de la nouvelle de la guerre, bon, que j'avais eu l'idée comme ça de sa transposition en France, c'est-à-dire pas bien loin. J'avais d'ailleurs écrit un premier texte qui était une espèce d'essai de ce livre, ce récit plus long qui s'appelait Cherbourg Est, Cherbourg Ouest, où j'imaginais simplement, je décrivais physiquement un peu l'impact sur les bâtiments et dans une moindre mesure sur la vie quotidienne des gens d'une guerre civile qui aurait provoqué la coupure de cette ville de Cherbourg en deux. Voilà. Donc, chez moi, c'est une vieille idée. Et il se trouve que pour des raisons alors là, qui m'échappent, mais ça va de pair avec un autre projet complètement différent que j'ai aussi depuis longtemps et qui est de décrire la transition plutôt d'ailleurs dans des paysages de moyenne montagne, de l'hiver vers le printemps. Voilà, bon, alors je pense que cet aspect passe un peu inaperçu peut-être dans le livre, mais pour moi c'était très important. Et donc c'est la convergence de ces deux projets qui sont tous les deux anciens qui donnent lieu à ce récit, les événements. Le projet, je l'ai depuis longtemps. Bon, j'en ai commencé à écrire. J'ai repris des repérages il y a, je sais pas, 2 ans, un peu plus de 2 ans, je pense, sur un itinéraire donc, enfin, qui correspond bien entendu à celui que décrit le narrateur dans le bouquin, bon, c'est-à-dire qui va de Paris à Port-de-Bouc sur le littoral méditerranéen en passant par le Massif central. Donc j'ai commencé à faire des repérages et au moment où j'ai commencé à faire ces repérages, la situation internationale et même la situation en France avait changé. Et donc j'ai tenu compte de ces changements. Mais enfin, si vous voulez, si ce livre, s'il plaît à certains critiques ou commentateurs, de ranger ce livre un peu dans la catégorie des ouvrages déclinistes, catastrophistes, etc., je n'y suis pour rien, c'est-à-dire que, enfin, je n'y suis pour rien, j'assume ce que j'ai écrit, mais je veux dire que ce projet vient de beaucoup plus loin, hein, et qu'il a été en effet modifié par cette perception sombre, ou en tout cas légèrement inquiète, qu'à tort ou à raison nous avons de l'avenir, notamment de ce pays, quoi. Le sentiment, je pense quand même assez justifié, d'une crise de pas mal de choses, quoi. À commencer par les institutions. Vraiment. Et donc l'idée, tout d'un coup, moins aberrante qu'elle ne l'aurait été il y a 20 ans, qu'elles peuvent s'effondrer, ces institutions, disparaître. Et voilà, donc dans cette mesure, effectivement, c'est une version actualisée de ce que j'avais envisagé longtemps auparavant. Une situation qui est assez caractéristique aujourd'hui, quoi, de pas mal de conflits dans le monde, au moins de ceux dont l'ONU s'occupe plus ou moins activement, c'est-à-dire un conflit dont les causes... À aucun moment je n'étudie les causes de ce conflit, parce que ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas du tout voulu quand même écrire un ouvrage politique
ou a fortiori un ouvrage d'anticipation politique, ça n'est pas mon rayon, hein. Mais je décris l'état possible de ce pays au terme d'une guerre civile opposant différentes factions, inévitablement, et qui a été plus ou moins gelée, plutôt moins que plus d'ailleurs, par le déploiement d'une force internationale sous l'égide de l'ONU, avec tous les trésors d'incapacité, et parfois même un peu plus que ça, que peut déployer une telle force là où ça s'est effectivement produit. Donc voilà, on est dans une situation de conflit gelé, de conflit non réglé, puisque c'est à ça aussi que servent les interventions de l'ONU. Bon, il y a des moments où on se dit presque qu'il aurait mieux valu laisser les gens s'étriper jusqu'au moment où une solution claire se dégagerait, plutôt que de geler des situations qui restent extrêmement explosives, qui entraînent des reprises des combats. Voilà, là, rien n'est réglé dans la situation de la France, telle que je l'évoque dans ce livre. Rien n'est réglé. C'est-à-dire que les factions restent armées, chacune dans son coin, et même des combats se poursuivent au nez, à la barbe de la force internationale, dans certaines régions, comme ce que j'imagine être la poche de Port-de-Bouc, où des milices d'extrême gauche, d'ailleurs diverses, momentanément alliées, mais on peut imaginer qu'elles cesseront de l'être par la suite, pour former une espèce de front uni contre un groupuscule islamiste affilié à une succursale, ou comment dit-on, une franchise locale d'Al-Qaïda, qui s'appelle Al-Qaïda dans les Bouches-du-Rhône islamiques, et qui les assaille dans cette poche de Port-de-Bouc où elles sont retranchées, les milices d'extrême gauche. Donc c'est une situation, celui qui est assez voisine, enfin qui emprunte elle emprunte principalement au conflit yougoslave, parce que c'est celui que je connais le moins mal, mais elle emprunte aussi, je ne l'avais pas, quand j'ai commencé à écrire ce livre, la guerre en Ukraine n'avait même pas commencé. On voit se développer en Ukraine des situations tout à fait comparables à celles que je décris, quand même. Et puis même, alors là ce n'est pas du tout, je prétends avoir un don de prémonition ou de seconde vue, mais l'idée de milices d'extrême gauche assaillies par des combattants djihadistes me paraissait justement, parmi d'autres choses que j'évoque dans ce livre, particulièrement farfelue quand je l'ai imaginée. Et là-dessus, elle s'est effectivement produite dans le monde réel, avec le siège de Kobané, pour autant que l'on sache défendu par une milice kurde d'extrême gauche, qui même se réclamait jusque dans un passé récent du marxisme-léninisme, et qui est assaillie par une milice djihadiste, et soutenue par des bombardements aériens américains. Donc ça prouve quand même l'extraordinaire complexité et le caractère parfois aberrant et absolument imprévisible que peut prendre une guerre civile aujourd'hui. Je veux dire, par rapport à une époque où les choses étaient relativement plus simples du fait de l'affrontement Est-Ouest et des lignes idéologiques qu'il définissait. Le narrateur, qui raconte donc à la première personne, c'est le narrateur, et il y a un commentateur qui intervient de temps en temps pour commenter les faits et gestes du narrateur. Et ça, c'est un effet. D'une part, c'est aussi une ruse, parce que c'est toujours agréable dans un récit d'avoir au moins deux points de vue différents, hein, et aussi éventuellement des rythmes un peu différents, casser le rythme. Et puis c'est aussi c'est la recherche d'un effet de distanciation, qu'on comprenne bien que ce récit n'est pas à prendre au pied de la lettre. Voilà, pour éviter justement toute espèce pour dire qu'on imagine cela, ce que feront quand même probablement quelques imbéciles, mais comme un récit d'anticipation politique, ce que ça n'est pas. Et donc le fait que ce soit écrit maintenant, que rien ne soit... j'ai pas imaginé, à défaut de soucoupe volante, on voit bien que ça se passe maintenant. Or, ça ne se passe pas maintenant. Rien de tel n'est en train de se produire. Et donc le récit, le parallèle que fait le commentateur, manifeste que ça se passe aujourd'hui. Puisque j'ai bonne mémoire, la première intervention du commentateur, c'est pour décrire l'aspect d'un parking en bordure d'une route départementale dans la Beauce, tel que je l'ai effectivement vu,
c'est-à-dire en été, enfin vu, repéré, exploré, décrit en été, alors que dans le livre, et donc tel que le narrateur, lui, le décrit, le perçoit, c'est en hiver. Donc là, il y a la recherche d'un décalage qui manifeste le caractère, ou qui renforce le caractère fictif du récit, qui souligne le caractère fictif du récit. Oui, mais parce que c'est... Oui, je trouve ça rigolo, c'est rigolo, parce que, enfin c'est rigolo, c'est étrange, c'est cocasse, d'imaginer en effet des scènes de guerre dans des endroits qui pour nous sont l'expression même de la paix, du calme, bucolique, champêtre, etc. Mais enfin, c'est quand même aussi là que ça se passe. C'est aussi pour ça qu'il y a des rappels par-ci par-là des différentes guerres dans lesquelles nous avons été impliqués ou qui se sont déroulées sur ce territoire. C'est pour ça qu'il y a de temps en temps un monument aux morts, une stèle à la mémoire d'un résistant, le siège de la Gestapo ou de la milice dans telle ou telle ville, etc. Enfin, c'est tous ces endroits merveilleusement pacifiques, accessibles, accueillants au tourisme, etc., ont été aussi des lieux voilà, de carnage, de bataille, de torture, de souffrances innombrables. Je veux dire, non pas même depuis le Moyen-Âge, mais dans un passé très récent. C'est-à-dire que signale justement ces monuments, voilà, c'est vrai, quand on voit ce bled qui est aujourd'hui Salbris, on a peine à croire, bon déjà même que ce résistant ait été exécuté à l'endroit où on lui a élevé une stèle, et a fortiori on a peine à imaginer, pourtant c'est pas tellement difficile, d'immenses raids de bombardiers Lancaster venus d'Angleterre et bombardant de nuit les dépôts de munitions allemands, quoi. Surtout quand on découvre qu'il y a toujours des dépôts de munitions, ça n'a pas changé, semble-t-il. Ils ne sont plus allemands, mais il y a toujours des dépôts de munitions. Et c'est quelque chose qui, moi, enfin, je pense que c'est aussi, en dehors des références à des conflits contemporains, c'est-à-dire d'aujourd'hui, je pense que, bon, on en a souvent parlé, mais c'est votre cas aussi, mais on fait quand même partie de la dernière génération pour laquelle, qui ne l'ayant pas connue, la Deuxième Guerre mondiale, pour qui cette guerre est quand même extraordinairement présente, quoi. Je veux dire, dans un autre contexte, j'ai pu, enfin, quand je parle du Havre avec des gens de 30 ou 40 ans, ils ont quand même peine à croire que moi j'ai connu cette ville quand elle n'était pas relevée de ses ruines. Hein. Et voilà, donc pour moi, la Deuxième Guerre mondiale aussi est toujours très présente dans ce pays, quoi. C'est une chose qui, me semble-t-il, revient d'ailleurs assez régulièrement dans les textes que j'écris sur la France, quoi. Voilà, donc c'est aussi une dimension tout à fait secondaire, mais c'est quand même quelque chose, un fil qui parcourt également ce récit, quoi. C'est aussi l'idée que non seulement que la guerre peut repasser par là, mais elle peut d'autant plus repasser par là qu'elle survient dans des pays qui ressemblent aux nôtres. Donc pas seulement dans des pays exotiques, mais des pays qui ressemblent aux nôtres, comme l'ex-Yougoslavie ou comme l'Ukraine, mais que d'autre part, dans le nôtre, elle y est déjà passée par là, et plutôt 2 fois qu'une, c'est le cas de le dire d'ailleurs, mais plutôt 2 fois qu'une, à l'occasion des 2 guerres mondiales. Sans parler, si vous voulez, des guerres extérieures qui n'ont pas eu d'impact direct sur la situation en France, mais un impact indirect important. Il y a quelque chose de cocasse, bien sûr, à imaginer une scène de guerre, enfin encore que là, d'ailleurs, je ne décrive rien de tel, mais au confluent du Languirou et de l'Allier, si je n'écorche pas le nom du Languirou. Mais il ne faut pas oublier non plus, c'est que là, d'abord dans les guerres civiles ou pas, les cours d'eau ont effectivement une importance extraordinaire, puisque la première chose qu'on fait, c'est de faire péter les ponts pour empêcher que vos ennemis les empruntent. Donc les points de passage des rivières deviennent plus rares, plus difficiles, éventuellement dangereux. Enfin, tout d'un coup, les rivières acquièrent une personnalité et une importance qu'elles n'ont absolument pas entendre. C'est ça que j'ai voulu souligner aussi, c'est que je me suis rendu compte en imaginant, si vous voulez, cette situation de guerre, que quand on traverse l'Auvergne, on n'arrête pas de franchir des rivières. Bon, là, on s'en fout, on ne fait pas attention. Bon. Et tout d'un coup, si on imagine qu'on est dans une guerre, ces passages de rivières revêtent une importance extrême, quoi. Je veux dire, sans la ramener. Enfin, moi, je me dis, j'ai jamais fait la Bérésina, j'ai jamais fait. Bon, mais je me souviens comme ça au moment de la guerre du Liban, de la dernière, la brève guerre qui a opposé Israël au Hezbollah dans le sud du Liban. Bon,
la frontière de la zone de guerre, c'était le Litani. Voilà, le Litani, c'est une petite rivière, toute petite d'ailleurs, de rien du tout, bon, enfin qui est très jolie. Je dirais, habituellement, c'est très joli. L'Italie, c'est très insignifiant surtout. Et qu'en plus, c'est un très petit cours d'eau, enfin, en tout cas dans l'état où je l'ai vu, parce que peut-être qu'il est parfois grossi par des pluies torrentielles. Bon, donc on doit à peine s'apercevoir qu'on le franchit. Et tout d'un coup, dans cette période-là, à un moment donné, les Israéliens avaient dit, pouf, tout ce qui est au sud du Litani, ces zones d'exclusion, tous les véhicules qui circulent, on les canarde. Donc, à ce moment-là, quand vous franchissez le Litani, vous y regardez à deux fois, vous y réfléchissez. Et en outre, bien entendu, le seul pont qui, sur la route, je ne voudrais pas dire de bêtises non plus, entre Saïda et Tyr, probablement, j'ai franchi le Litani, il était pété. Donc on ne pouvait pas passer avec un véhicule. Donc il fallait le franchir à pied sur les débris du pont et puis récupérer un véhicule de l'autre côté. Donc c'est des choses qui sont... qui d'un coup prennent une importance extrême. C'est typiquement le genre de choses qui prend une importance extrême dans un contexte de guerre, alors que ça n'en a aucune en temps de paix, quoi. Et si vous voulez, pareil, la Yougoslavie, en fait, le monde entier est plein de rivières, à part le Sahara. Bon, la Yougoslavie, la Una, la Sava, la Neretva, enfin, toutes ces rivières qui évoquaient le pique-nique, la pêche à la truite. Bon, pour les gens qui avaient un peu de mémoire, ça évoquait beaucoup d'autres choses aussi. Mais tout d'un coup, voilà, ça devenait des obstacles à franchir, sur lesquels les ponts étaient coupés ou barrés par des checkpoints, et on ne savait pas sur qui on allait tomber, etc. Il y a toujours quelque chose de solennel et d'angoissant dans le franchissement d'une rivière, dont on n'a pas du tout conscience en temps de paix quand on les franchit pour aller en vacances. Et c'est ça l'idée aussi, c'est qu'en plus, j'ai choisi des paysages que j'aime beaucoup. J'aurais pu choisir des régions que j'aime pas, en dehors du fait qu'il n'y a pas... j'aime bien tout, à vrai dire, mais bon... Là, j'ai choisi des régions qui me sont familières, que j'aime particulièrement, qui sont pour moi des lieux de promenade, de baignade, d'excursion, on peut herboriser, on peut observer des oiseaux, on peut... tout d'un coup, c'est là-dedans que ça pète et que ça devient des lieux de tragédie. Bon. Et oui, je tenais beaucoup à ça. Incidemment, là, à propos des rivières, il y a quand même un truc marrant, c'est que... puisque c'est pour le site de POL, on peut le mentionner, mais en fait, je le ferai volontiers ailleurs, mais c'est que du coup, POL aura publié, peut-être pas tout à fait dans la même année, mais enfin à quelques mois de distance, 2 livres dans lesquels la même portion ou la même section du cours de l'Allier est très précisément décrite. Puisque à un moment donné, mon itinéraire suit celui emprunté par Patrolin dans sa célèbre traversée de la France à la nage. Donc je me suis marré à retrouver ce qu'avait écrit Patrolin sur cette portion, cette section du cours de l'Allier. La toponymie, j'aime beaucoup, comme chacun sait, les cartes. Bon, c'est pas très original, mais c'est vrai que j'ai un goût extraordinairement vif pour les cartes, qui malgré tout ne se rencontrent pas avec la même intensité chez tout le monde. Non. En particulier, je sais jamais, je crois que c'est la 25 millième, enfin les cartes IGN assez détaillées, là où tous les hameaux sont reportés, les courbes de niveau, etc. J'aime beaucoup ça. Bon. Même si je ne suis pas d'ailleurs un très excellent lecteur de cartes, mais j'ai un goût très vif pour la toponymie. Et alors là, c'est un peu différent. La toponymie, enfin la façon dont sont nommées les rues, les artères de Port-de-Bouc, ça fait de cette ville un peu une espèce de Jurassic Park du communisme. Enfin, mais en même temps, enfin, je dis, j'ai une assez grande affection pour Port-de-Bouc. Donc, même si je suis content que cette idéologie n'ait pas triomphé. Ça m'inspire peut-être aussi parce que c'est ma jeunesse. Enfin, il y a quelque chose dans tout cela qui m'émeut. Pas tellement l'avenue Maurice Thorez, j'ai jamais eu beaucoup d'affection pour Maurice Thorez, mais tout ce folklore, la maison des jeunes, Elsa Triolet, la salle paroissiale, enfin non pas paroissiale, Louis Aragon,
les noms mélangés de résistants ou simplement de vieux leaders cégétistes, peut-être un peu corrompus, enfin tout ce folklore communiste, où il y a à la fois une part qui est assez noblement issue de la résistance, une part qui l'est beaucoup moins. Il s'est conservé en fait, de manière. Ce qui en fait, si vous voulez, ce qui renforce cette impression d'un conservatoire, effectivement, au sens où on parle du conservatoire du littoral, par exemple, c'est effectivement l'arbre planté par Gagarine, qui est quand même une chose extraordinaire, donc qui malheureusement va effectivement disparaître, puisqu'il est, comme je le décris, en proie à une maladie qui est probablement cette maladie que cause ou que véhicule la chenille processionnaire du pin. Et son plumage, je ne sais pas comment on dit, pour un pin, était déjà aux 3/4 détruit par la rouille, là, quand je l'ai vu, et à mon avis, il n'en avait plus pour longtemps. Là. Mais c'est vrai qu'on est quand même assez scié quoi, quand on tombe sur cet arbre de la paix ou de l'amitié entre les peuples, je ne sais plus, planté par Yuri Gagarin. Enfin, ça évoque un passé qui est à la fois pour nous tellement proche et malgré aussi si incroyablement lointain, quoi, où voilà, des foules en liesse pouvaient recevoir Yuri Gagarin en face de la poste à Port-de-Bouc. Donc là, c'est. Oui, c'est ça. J'avais fait des recherches à une époque sur. J'avais fait une recherche peut-être d'ailleurs, je ne sais plus si c'était après avoir découvert, parce que ça fait longtemps que je fréquente Port-de-Bouc, est-ce que c'était après la découverte de cet arbre, ou indépendamment de cela, mais j'avais commencé à faire des recherches sur. J'avais un projet un peu oulipien qui était de décrire la France uniquement en allant d'un lieu nommé d'après Yuri Gagarin à un autre. Et puis là-dessus, il y en avait tellement que c'était trop complexe. Quoi. Donc, j'avais fait des recherches, j'avais été notamment au siège de l'UMA pour consulter les numéros de l'UMA relatant des visites, parce qu'il en a fait au moins deux, je crois, de Yuri Gagarin en France. C'est assez stupéfiant, la littérature, à quoi ça donnait lieu.